Chapitre 9. Des bleus et des bosses. Nous fûmes de retour au moulin en début d'après-midi alors qu'il commençait à pleuvoir. J'espérais que nous déjeunerions, mais Orquite me dit de prendre mon cahier et de m'asseoir à la table de la cuisine. Il sortit alors de la pièce et je l'attendis un moment. Il finit par revenir tenant une lanterne allumée et une bouteille de vin déjà à moitié vide. Venait-il d'engloutir tout ça? La mine renfrognée, l'œil aussi noir qu'un ciel d'orage, il ne paraissait pas d'humeur à jouer son rôle de professeur. Note tout ce que je t'ai appris ce matin, déclara-t-il en déposant la lanterne au centre de la table. J'en fus étonné. La cuisine était un peu sombre, mais on y voyait assez pour écrire. Il s'assit, avala une goulée de vin et fixa les torrents d'eau qui se déversaient derrière les carreaux. Tout le temps que j'écrivais éclairé par un large cercle de lumière jaune, Orquite resta immobile, le regard vide, portant de temps en temps sa bouche, sa bouteille à ses lèvres. Quand j'eus fini de noter tout ce dont je me souvenais, il l'avait vidé. Tu as terminé, Tom Ward demanda-t-il en me voyant poser ma plume. J'acquiesçai avec un petit sourire. Sans se dérider, il aspira les dernières gouttes de vin et se leva. Euh, Prends ton bâton et suis-moi, c'est un bon moment pour les bleus et les bosses. Je déglutis difficilement. Je n'aimais pas du tout la petite flamme perverse qui s'était allumée dans ses yeux. Il empoigna la lanterne et son bâton à la main, traversa la cuisine d'une démarche belliqueuse. Saisissant mon propre bâton, je m'élançai à sa suite. Il me conduisit par le couloir jusqu'à une porte. Les lourdes barres de fer qui la fermaient avaient été retirées et reposées à terre. Déjà entré ici, Tom Ward? Non, dis-je. Il poussa le bâton et fit quelques pas dans la pénombre avant de suspendre la lanterne à un crochet, au milieu du plafond. Le premier détail qui me frappa fut qu'il n'y avait pas de fenêtre. C'était une pièce basse, carrée, d'environ 10 pieds de côté, au sol dallé. Qu'entendez-vous par des bleus et des bosses le questionnai-je. Oh, c'est ainsi que je désigne l'entraînement au bâton. Je sais qu'avec John Gregory, tu as pratiqué le lancer de chaîne et que tu as appris à planter ton bâton dans une souche. Hier, nous avons franchi l'étape suivante, quand tu as tenté de me frapper sans succès. Nous allons passer à un exercice un peu plus douloureux. Cette fois, je vais réellement t'attaquer. Ça te vaudra quelques contusions, mais tu y gagneras de nouveaux réflexes. En place, Tom Ward, voyons de quoi tu es capable. Sur ces mots, il abattit son bâton visant ma tête. Je n'eus que le temps de sauter en arrière, la dure extrémité de bois me frôla le nez. Il recommença, me forçant à reculer. L'épouvantail m'avait souvent obligé à utiliser toutes les capacités physiques nécessaires pour combattre l'obscur. Sous sa direction, j'avais parfois travaillé jusqu'à épuisement. Ce dur entraînement s'était révélé payant. Cela m'avait sauvé la vie à plusieurs reprises. Mais je n'avais jamais combattu ainsi, bâton contre bâton. De plus, Orquite avait bu, ce qui lui échauffait les sangs. Je réussis à parer un coup brutal et le choc se répercuta dans mes bras et dans mes épaules. Je fis prudemment retraite, me demandant s'il avait vraiment l'intention de me blesser ou s'il me poussait seulement dans mes retranchements. J'eus vite la réponse. Il feinta vers la droite et balança son bâton en arc de cercle pour me frapper à l'épaule gauche. L'impact fut si violent que je laissai échapper mon bâton. Ramasse-le, aboya-t-il. On vient à peine de commencer. J'obéis. Ma main gauche tremblait, l'épaule me brûlait et j'avais des fourmillements dans tout le bras. Te voilà déjà en fâcheuse posture, railla mon entraîneur. Tu aurais pu pallier une telle éventualité si tu t'étais entraîné à te battre de la main droite. Je levai mon bâton dans une attitude de défense, le tenant à deux mains, et contrai à grande peine trois attaques furieuses. Si je n'y avais pas réussi, c'était mon crâne qui aurait résonné comme du bois. Orquite haletait, le visage rouge, les yeux exorbités, les veines saillantes sur les tempes. Il avait un regard de tueur. Il m'asséna une grêle de coups, au point que je ne pouvais plus les compter. Je ne sus que les parer, incapable de jamais atteindre mon adversaire. La colère me prit. Quelle espèce d'homme était-il? Était-ce une façon pour un épouvanteur d'entraîner son apprenti? C'était un homme mûr, bien plus fort que moi, qui était encore presque un enfant. Peut-être me restait-il un avantage, la vitesse. En tout cas, je devais tenter ma chance. À peine avais-je envisagé cette possibilité que l'occasion se présenta. Il balança son bâton, je me baissai, il perdit légèrement l'équilibre, peut-être était-ce en effet du vin, se déporta sur le côté et je l'atteignis à l'épaule gauche, juste gratification pour la meurtrissure qu'il m'avait infligée. Mais Orquite, lui, ne lâcha pas son arme. Il riposta plus ruidement que jamais. Il me toucha à l'épaule droite, puis au bras, et c'est mon bâton qui roula de nouveau sur les dalles. La prochaine fois, il me frapperait à la tête. Je fis un pas en arrière, mais un éclair explosa sous mon front, et je tombai à genoux.
Relève-toi, exigea-t-il. Je ne t'ai pas frappé si fort, juste une petite semonce pour te montrer ce qui serait arrivé dans un véritable combat. Tu n'aurais probablement pas revu la lumière du jour, la vie est rude, Tom Ward, et bien des ennemis voudraient te voir 6 pieds sous terre. C'est mon devoir de t'y préparer, de te donner une chance de leur résister. Quelques échymoses, ce n'est pas cher payé. Je fus soulagé quand il déclara enfin la leçon terminée. La pluie avait cessé, et Orquite alla faire sa ronde du côté du canal avec les chiens, m'ayant ordonné de réviser mes déclinaisons latines pendant son absence. J'avais le sentiment qu'il n'apprécie guère de s'occuper de moi, et qu'il aurait été heureux de me renvoyer chez mon maître. Je me mis au travail docilement, mais j'avais bien du mal à me concentrer. Un bruit résonna soudain au-dessus de ma tête. Cela venait-il du premier ou du deuxième étage? Je me postai en bas des escaliers pour mieux écouter. Au bout d'un moment, cela recommença. Je n'arrivais pas à déterminer ce que c'était. Ni des pas, ni des chocs, plutôt des sortes de grattements. Y avait-il quelqu'un en haut? Était-ce là un fantôme que j'avais entendu la nuit d'avant? Celui de l'un des parents d'Orquite? Je savais qu'il était imprudent de monter. Mon nouveau maître me l'aurait sûrement interdit. Mais j'étais furieux contre lui. Je n'avais pas digéré la petite semonce qu'il m'avait infligée. Et j'en avais soupé de ses secrets de famille. Il était sorti, quoi que je fasse, il n'en saurait rien. Je m'engageai donc prudemment dans l'escalier, m'efforçant de ne pas craquer les marches. Je m'arrêtai sur le premier palier devant la chambre au grand lit, et tendis l'oreille. Je crus percevoir une sorte de froissement. Je poussai la porte et entrai. La pièce était vide. Je m'approchai et tâtai la literie. Les draps et le matelas étaient toujours aussi trempés. Frissonnant, j'allais jeter un coup d'œil dans les 3 autres pièces sans rien découvrir de particulier. Je me tenais dans ma propre chambre quand le bruit se fit de nouveau entendre. Ça venait du dernier étage. Ma curiosité en éveil, je montai jusqu'au palier supérieur. Une seule porte y donnait, fermée à clé. J'aurais dû faire demi-tour et redescendre. Orquite m'avait ordonné de me tenir à l'écart de cette pièce. Mais j'étais irrité par la façon dont il m'avait traité, et par son refus de répondre à mes questions. Aussi, cédant à une impulsion, je tirai mon passe-partout de ma poche et l'introduisis dans la serrure. Les 2 chandelles qui éclairaient la pièce me révélèrent qu'elle était très grande. Elle s'étendait sur toute la surface de la maison. La deuxième chose que je notai fut la présence d'un fourneau encore plus gros que celui de la cuisine, qui dispensait une bonne chaleur. D'un seau à charbon posé à côté dépassaient un tisonnier et une paire de pincettes. 2 des murs étaient couverts de livres. Orquite avait donc lui aussi une bibliothèque. Un tapis en laine de mouton recouvrait le plancher, et 3 chaises étaient disposées face au fourneau. Quelque chose attira alors mon regard. En entrant, j'avais cru que des chandeliers étaient posés sur 2 longues tables au fond de la pièce. Je me trompais. Il s'agissait de 2 cercueils alignés côte à côte et supportés par des tréteaux. Les cheveux de ma nuque se hérissèrent. Je m'approchai lentement. Peu à peu, la température baissait. Du moins, c'est ce qu'il me semblait. Ce froid m'annonçait que les morts n'étaient pas loin. Des plaques de cuivre gravées étaient vissées au couvercle des cercueils. Sur la première, bien astiquée, je lus Abraham Orquite. Contrairement au premier cercueil qui paraissait neuf, le second était pourri, couvert de moisissures, de la vapeur s'en élevait. Sur la plaque de cuivre, ternie, je déchiffrai avec difficulté Amelia Orquite. Près de la plaque reposait un mince anneau d'or, une alliance, sûrement celle de cette Amelia. Derrière mon dos, un bruit métallique m'alerta. Je me retournai. Je vis la porte du fourneau s'ouvrir. Le tisonnier remua, les charbons rougeoyants, produisant le bruit que j'avais entendu en bois. Le crissement d'un faucon ranime. Paniqué, je courus jusqu'à la porte et dévalai l'escalier. De quelle sorte de fantôme s'agissait-il? Les gobelins sont capables de manipuler des objets, de lancer des pierres, de casser des assiettes et de déplacer des casseroles. Pas les fantômes. S'ils effrayent les gens, poussant parfois les plus impressionnables au bord de la folie, ils sont incapables de vous infliger la moindre blessure. Au pire, ils vous tirent les cheveux. Certains fantômes étrangleurs referment leurs mains autour de votre cou, mais celui qui hantait la pièce était d'une sorte dont on ne m'avait jamais parlé, et que je n'avais encore jamais rencontré. Il avait soulevé le lourd tisonnier de fonte, ouvert la porte du fourneau, et fourgonné dans l'âtre. Or, le pire était à venir. Au pied des escaliers se tenait Orquite, une bouteille à moitié vide à la main, une lueur de rage au fond des yeux. Voilà un moment que j'écoute ce qui se passe en haut, et je ne peux pas en croire mes oreilles. Tu ne t'es pas contenté de monter dans ta chambre, Tom Ward, n'est-ce pas? Tu as été fouiné. Tu as été fourré tourné dans les affaires qui ne te concernent pas. Je m'immobilisai sur la dernière marche. J'avais entendu un bruit. Il me barra le passage. Il y a des tas de bruit dans cette maison, tu le sais. Des morts qui n'ont pas trouvé le repos errent ici, des gens de ma famille. Et ça ne te regarde pas. Avec un calme inquiétant, il ajouta. Attends-moi là. Sans lâcher sa bouteille, il me repoussa rudement et grimpa les marches 2 par 2. Je l'entendis marcher sur le palier et pénétrer dans 3 des chambres. Puis il grimpa au dernier étage
et une explosion de rage me parvint. J'avais oublié de refermer la porte à clé. Il était furieux parce que j'avais pénétré dans sa pièce privée, parce que j'avais vu les cercueils. Il dévala aussitôt les escaliers et fila droit sur moi. Je crus qu'il allait m'assommer d'un coup de bouteille, mais il me lança une gifle de sa main droite. En voulant esquiver le coup, je perdis l'équilibre et m'étalai sur le carrelage de la cuisine. Je restai étendu, le souffle coupé, nauséeux, la tête bourdonnante. Arkwright leva sa lourde botte, et je crus qu'il allait me flanquer un coup de pied. Au lieu de ça, il s'accroupit, plongea ses yeux flamboyants dans les miens et me souffla son haleine aigre au visage. « Que cela te serve de leçon !» siffla-t-il. « Je sors de nouveau avec les chiens pour inspecter le marais. Retourne à tes cahiers, si tu recommences, tu n'auras même pas le temps de comprendre d'où tombe la correction que tu prendras. » Après son départ, je marchais de long en large dans la cuisine, meurtri de partout et bouillonnant de colère. On n'avait pas le droit de traiter ainsi un apprenti. Ma décision fut vite prise. Mon séjour auprès d'Arkwright avait assez duré. J'allais rentrer à Chippenden. L'épouvanteur ne serait sûrement pas ravi de me revoir si tôt. J'espérais seulement qu'il me croirait quand je lui ferais le récit de mes mésaventures, et qu'il prendrait mon parti. Sans plus attendre, je bouclai mon sac, pris mon bâton et sortis. Au milieu du jardin, je marquai un temps d'hésitation. Les chiens. Que se passerait-il s'ils flairaient ma trace? Je tendis l'oreille, je n'entendis rien. Je n'entendis que la plainte du vent dans les roseaux du marécage. Quelques minutes plus tard, je traversai le fossé d'eau salée, soulagé de laisser derrière moi ce vieux moulin insalubre. Dans 2 jours, j'aurais retrouvé Alice et mon maître.